Amis internautes de BNTV, bonjour. Vous êtes sur votre émission Le Grand Oral depuis le studio Abdoulaye Biotchane. Nous recevons pour vous l'honorable Gérard Benochi, député de la 9e législature, président de la commission des finances. Il est le secrétaire général du parti L'Union progressiste Le Renouveau, élu de la 11e circonscription électorale. Honorable, bonjour. Bonjour, chers amis journalistes. Bonjour, mon frère et ami Takou. Merci, honorable. Heureux d'être dans vos studios. Vous pouvez vous présenter davantage à nos amis téléspectateurs? Vous m'avez très bien présenté. Merci. Oui. Avec vous, nous parlerons du vote du budget général d'État d'exercice 2024, le social sous le président Patrice Talon, en passant par les élections générales de 2026 et bien d'autres. J'anime cette émission avec mon confrère Aboubakar Takou. Aboubakar, bonjour. Bonjour, cher confrère. Je vous donne le privilège de poser la première question à notre invité. Gros privilège, honorable député. Et vous êtes sur TikTok, je présume? Oui, je me promène souvent sur les réseaux sociaux et puis ça m'arrive d'aller sur TikTok. Actuellement, à Abidjan, en Côte d'Ivoire, c'est le phénomène Sakayaya qui défait la chronique. Au Bénin, ici, nous sommes aussi en quête de buzz, mais les nôtres se donnent à un jeu un peu désobligeant sur la toile. La dernière fois, un homme qui est de nature faite une femme, je veux parler de Chocolate, la diva, était en direct en train de faire des débats, de tenir des débats amoureux. Avant lui, il y a le célèbre Florent Maougnon qui peut gifler une femme en direct, la répudier, l'insulter, et c'est des gros mots. Si bien qu'on se demande si TikTok aujourd'hui participe de l'éducation de la jeunesse ou nous conduit droit dans la dépravation. Vous, députés à l'Assemblée, est-ce que cela vous convient? Est-ce que vous êtes en train d'envisager une loi pour corriger ces états de choses? Merci beaucoup. Effectivement, on peut dire que nous sommes en train d'être victimes du développement des réseaux sociaux. Le numérique, c'est bien, mais on est en train de vivre les côtés pervers de la chose. Les réseaux sociaux ne sont pas une mauvaise chose en soi, mais c'est l'usage qu'on a fait, ou c'est le comportement qu'on adopte sur les réseaux sociaux qui pose problème. Tout le monde n'a pas reçu la même éducation. On ne peut pas dire que tout le monde est bien éduqué. C'est ce qui nous conduit à vivre les scènes auxquelles nous sommes en train donc d'assister. Et tout cela est déplorable. Parce qu'aujourd'hui, c'est tout le monde qui est sur ces réseaux-là, surtout le TikTok. Nos jeunes, nos enfants sont sur TikTok. Les plus jeunes passent la majeure partie de leur temps sur ces réseaux. Et si ce qui s'y passe n'est pas de nature à leur inculquer de bonnes mœurs, je pense que c'est dangereux. Et on doit réfléchir à cela. Je ne sais pas si la loi sur le code du numérique permet donc de réprimer tout cela. Il va falloir qu'ensemble nous prenions conscience. Sinon, nous sommes en train de semer de mauvais germes, de mauvaises graines dans la vie de nos enfants, de nos frères aujourd'hui. Or, c'est la relève de demain. Si ils ne sont pas bien éduqués, s'ils ne sont pas de bons grains, je pense que l'avenir de notre nation serait compromis. On doit sérieusement réfléchir à la question et voir que faire pour donc arrêter, freiner le mauvais côté de la chose. Les parents d'enfants qui nous regardent actuellement et qui savent que nous sommes en face d'un député qui légifère, qui vaut des lois, quelle promesse vous nous faites? Une promesse ferme quant à réguler ces genres de pratiques qui nous déshonorent sur les réseaux sociaux? Moi, je pense qu'on n'a pas besoin forcément d'une nouvelle loi. Je pense que le code du numérique seul suffit. Et quiconque a intérêt peut quand même saisir la justice contre ces choses qu'on vit. Et la justice a de la matière. Ils ont déjà de la matière pour pouvoir sévir ces comportements qui attentent aux mœurs de tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui aime voir ces choses. Mais vous ne pouvez pas savoir sur quoi vous allez tomber lorsque vous allez sur ces réseaux. Mais quand vous tombez dessus, déjà ça vous choque. Ce que vous faites, ce n'est pas ça autant qui est mauvais, mais dès lors que ça choque quelqu'un, vous avez commis le péché. C'est ce que la Bible dit. Vous dites, ce n'est pas ce que vous faites, ce n'est pas ça qui est mauvais en soi, mais dès lors que vous avez choqué quelqu'un avec, je pense que
nous devons avoir la culture de commencer à saisir la justice. Au Bénin, nous n'avons pas cette culture. On vit les choses passivement, tout le monde crie c'est pas bon, mais celui qui va poser le premier pas pour saisir, actionner la justice pour qu'on puisse commencer à sanctionner et corriger les gens, c'est ça qui manque. Et je pense que c'est à cela qu'on va conseiller. Je vais prier mon confrère de me laisser terminer cette affaire de mœurs en évoquant l'affaire du Bachelor. Le Bachelor qui est une émission que nous diffuse Canal+ en Afrique. En RDC, l'État a interdit la diffusion de cette émission sur laquelle on voit M. Baraké qui fait des attouchements, qui pose des actes un peu pas trop catholiques sur des jeunes filles avec la fortune de disposer d'elles pour en choisir une, ce qui est contraire à nos mœurs, ou en Afrique, c'est les hommes qui vont à la conquête d'une femme. Cette tradition n'a pas été respectée avec le caractère dévergondé qu'on a cette émission. La RDC a pris la décision de censurer cette émission sur leurs canaux. Et au Bénin, aucune autorité n'a pris une décision pareille. Vous êtes député. Est-ce que vous pouvez nous promettre que d'ici à là, quelque chose se fera? Vous qui êtes de la mouvance. Oui, je pense que moi aussi j'ai suivi, comme vous, cette émission dite Bachelor. C'est la première fois que je me suis vraiment arrêté pour regarder de quoi il s'agit. Et quand j'ai suivi un peu quelques épisodes et après la fin, j'avoue que j'ai été tellement déçu, choqué même. J'ai eu à en discuter avec mes filles. Moi, je n'ai que des filles. Je leur ai posé la question de savoir quelle est leur opinion par rapport à ce que cette émission. Elles aussi, elles ne sont pas contentes. Elles nous ont dit qu'elles sont choquées par cette émission. Et je pense que ce n'est pas tout le monde qui aura donc la maturité pour être choqué. Et pour cela, moi je pense que, comme vous l'avez dit, les mœurs africaines, nos traditions ne permettent pas que beaucoup de jeunes filles, publiquement comme ça, il y a la conquête d'un seul homme. Et avec ce qu'on vit, on voit, l'homme peut les attoucher, les embrasser toutes. Et à la fin, on dit qu'il a choisi une parmi elles. Moi ça m'a choqué. Et je pense que on doit faire quelque chose dans ce sens. Ce n'est pas tout qu'on doit laisser passer sur nos chaînes. Parce que nous sommes quelque part responsables. Et puis, nous aussi, nous allons prendre nos responsabilités. Pourquoi pas inviter le gouvernement donc, à regarder de près cette question pour que nos chaînes ne soient plus des passoires. Alors, honorable, quelle analyse faites-vous du vote et de l'adoption du budget général de l'année exercice du moins 2024? Merci beaucoup. Oui, le budget de l'État, comme on le dit, oui, c'est l'expression chiffrée de la politique du gouvernement pour une année donnée. Et cette fois-ci, c'est conformément à la Constitution du Bénin, oui, le gouvernement a l'obligation de déposer à l'Assemblée nationale son projet de budget pour l'année suivante, au plus tard à l'ouverture de la deuxième session ordinaire qui est dénommée session budgétaire. Et cette année, le gouvernement de la rupture n'a pas dérogé à la tradition. Le budget a été adopté en Conseil des ministres à temps et déposé à l'Assemblée nationale à temps aussi. Et à l'ouverture de la session budgétaire qui était passée le 31 octobre 2023, le président de l'Assemblée nationale, Louis Gbagbo, a communiqué le décret présidentiel portant transmission du projet de loi de finances gestion 2024 à l'ensemble des députés et l'a affecté à la commission des finances et des échanges quant au fonds et à l'ensemble des autres commissions, les 4 autres commissions techniques permanentes pour avis, parce que le budget de l'État intéresse tout le monde, ça intéresse tous les députés. Nous avons suivi les procédures qu'il faut. La commission budgétaire a fait organiser des séminaires d'appropriation du contenu du projet de loi de finances à l'intention de l'ensemble des députés, puisque tous les députés ne sont pas financiers, vous le savez. Même si vous êtes financier, ce n'est pas évident avec la complexité de la structuration du budget de l'État. Les experts viennent éclairer les députés pour leur permettre de s'en approprier le contenu. Après cela, nous faisons ce qu'on appelle les audiences publiques, qui nous permet de recevoir diverses couches de la société pour leur permettre de venir nous exposer leur point de vue, leur lecture sur le contenu du projet de loi de finances, afin que les députés s'en saisissent pour pouvoir faire des amendements au gouvernement. Et nous avons reçu tour à tour
la société civile, le patronat représenté par la Chambre du commerce et d'industrie du Bénin, la Confédération nationale des travailleurs du Bénin, le Conseil des investisseurs privés du Bénin. Nous avons reçu aussi la Chambre d'agriculture, la Chambre des métiers aussi, l'Association nationale des communes du Bénin. Alors, honorable, quels sont les projets prioritaires contenus dans ce budget? Les projets prioritaires, il faut dire que, vous savez que le Bénin est en train d'exécuter son PAG2 2021-2026, qui est un programme pluriannuel, mais avec des déclinaisons annuelles. C'est une déclinaison annuelle 2024 du PAG qui est le budget 2024. Et c'est près de 389 projets qui sont en cours d'exécution, à savoir 242, je pense, anciens projets du PAG1 qui continuent, et 163, je pense, nouveaux projets qui seront ouverts. Donc, au titre de 2024, dans tous les domaines, il faut dire tous les domaines sont affectés. 3199 milliards, disons à peu près 3200 milliards, dont 1018 milliards pour le volet social, soit 42% des ressources intérieures. Je pense que c'est tous les secteurs qui sont touchés. Si vous prenez le secteur du cas de vie, des transports et du développement durable, c'est l'asphaltage va continuer. Les grands chantiers des routes, il y a 17 nouveaux chantiers qui seront ouverts en ce qui concerne la construction des routes. Vous avez le dédoublement de la voie Sémé-Porto Novo, qui sera en 2x2, relié Porto Novo à partir de Cotonou, sera question de quelques minutes, ce ne sera plus d'en faire d'une heure. Vous avez les routes qui seront lancées, impactent tous les départements. Je peux dire que moi, mon département d'où je viens, le député n'a pas un mandat impératif, mais étant donné qu'on avait fait le lobbying pour demander ces routes, au moins le gouvernement a accédé à notre demande pour 2024. Il y a 2 routes qui seront faites, à savoir Dobo, Mandré, Lalo, et Koulikame à Banizou avec le pont sur le Koufoua au Teda. Oui, honorable député, et tout le monde sait que la spécificité du régime du président Talon, c'est les infrastructures, les trucs innovants, mais il y a une réalité. Ma voisine d'à côté, elle ne s'y retrouve pas. Pour elle, le côté social reste une difficulté pour le régime. Vous qui présentez si finement le budget, dites-nous là où se trouve réellement le côté social auquel s'attendent les Béninois. Justement. Bon, il faut pas. Le côté social n'est pas une difficulté pour le régime actuel. Je pense que depuis quelques années, le gouvernement de la Russie a opté vraiment pour le social. Et même le budget 2023 en cours d'exécution est qualifié de budget hautement social. Et le budget 2024 ne déroge pas à la règle. J'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est 1018 milliards. Ces 1018 milliards seront dépensés dans quel domaine? Vous prenez les cantines scolaires, ça c'est du hautement social. C'est avec le budget, les crédits ouverts pour 2024, c'est de porter la couverture des écoles à 75%. Soit 1 million de nos enfants scolarisés vont prendre un repas chaud par jour, ce qui permet de les sédentariser. L'objectif, c'est à terme 2025-2026 d'aller à 100%. Le gouvernement est en train de réfléchir même d'aller à 2 repas chauds par jour. Ça, c'est un projet novateur pour lequel le Bénin est cité en exemple et félicité partout dans le monde. Les gens viennent au Bénin pour s'en inspirer. Vous prenez le projet Arche, qui est en phase d'expérimentation pilote sur 6 communes. Maintenant, ça va être finalisé et en 2024, on va passer à l'opérationnalisation du projet Arche. Le volet assurance maladie permet que les Béninois, les plus pauvres qui seront donc malades, qui seront donc touchés par des affections qui sont dans le panier, iront à l'hôpital, se feront consulter et se feront traiter ou recevront des médicaments gratuitement. Cela va permettre à nous de booster donc notre taux d'espérance de vie. Hein. Vous quittez le domaine, ce domaine, vous allez dans le domaine de l'enseignement. C'est 3000 aspirants au métier d'enseignement qui seront reversés dans la fonction publique.
ils étaient dans la catégorie des prestataires de l'État jusque-là. Mais maintenant, en 2024, 3 000 seront reversés. Honorable député, cette affaire de Arche, c'est une musique à laquelle nous sommes déjà habitués. Oui. Ça va commencer quand? Non, je vous ai dit que le gouvernement est en train de faire les tests nécessaires parce que quand ça va commencer, il ne faudrait plus qu'on regresse. C'est pour cela que le gouvernement est en train de prendre toutes les dispositions, toutes les mesures. C'est pour permettre que cela s'opérationnalise aussi facilement. C'est 736 centres de santé qui seront rénovés, réfectionnés et équipés pour permettre que quand les gens seront malades, qu'ils trouvent le centre de santé où aller et qu'on ne dise pas non, il n'y a pas d'équipement, on n'a pas de médicaments. Donc, vous voyez, pour les premiers soins. Donc, le gouvernement met tout en œuvre pour que, quand ça va commencer, que vraiment tous les Béninois sentent que non, nous avons un plus en ce qui concerne le volet social. Mais vous n'avez pas dit quand est-ce que ça commence, c'était la question du doyen. Oui, je vous ai dit, on a prévu en 2024 de construire ou de réfectionner 736 centres de santé. Les crédits sont ouverts pour cela. En 2024, tout cela sera fait. Mais la phase pilote sur 6 communes, si elle est jugée concluante, ça va s'étendre. En 2024, le gouvernement va l'étendre et commencer à expérimenter sur un certain nombre de communes d'abord. C'est progressivement qu'on va atteindre la vitesse de croisière. Oui, mais pendant ce temps, honorable député, nous serons en train de couper sous la pression fiscale. Parce que c'est ça qui tue aussi les Béninois et qui cache la beauté de votre volet social dont vous parlez ici. Justement. Non, les Béninois ne coupent pas sous la pression fiscale. TVM, vous nous avez contraint aujourd'hui pour l'accomplissement de l'obligation de visite technique. Il vous est imposé de payer les TVM, alors qu'en temps, on parvenait quand même à éviter cela un peu. Tout ça, ça fait une grosse pression fiscale sur le Béninois. Mais nous ne sommes pas à Paris, nous sommes au Bénin ici. On n'a pas besoin d'être à Paris pour payer ses impôts, parce que vous savez que nous payer les impôts sous cette forme-là, je dis bien. Nous ne tirons pas de revenus du pétrole, nous ne tirons pas de revenus de l'or. Pendant ce temps, le pétrole est là, honorable député. Pourquoi vous ne nous faites pas profiter de ce pétrole et vous nous logez à l'enseigne des pays occidentaux dans le cas de paiement des impôts, non, on n'est pas... Aujourd'hui, vous mangez dans un restaurant, mais quand ils appellent ça, ce qu'on paye quand on finit de manger là. Oui, la note. Non, et pas la note, ce que vous avez augmenté. Ah bon? C'est-à-dire le pourcentage, c'est 8%, non TVA. La TVA. La TVA, honorable député, ça étouffe. Non, mais ceci, dans la loi de finances gestion 2024, vous n'avez pas eu la bonne nouvelle que la TVA ne sera plus sur le prix de vente, mais ce sera sur la part bénéficiaire. Donc, ça veut dire que vous allez souffler. Vous allez souffler maintenant. Ce serait sur seulement le bénéfice que le restaurateur a sur vous. C'est sur ça seulement qu'il y aura la TVA. Donc, ça veut dire que, en principe, les prix au niveau des restaurants vont baisser. Vous voyez? Ça, c'est une nouvelle mesure qui concerne 2024. Et dire que les Béninois copient sur le poids de la fiscalité, non, parce que depuis 2016, on n'a pas créé de nouveaux impôts. On n'a pas augmenté les taux. La politique, c'est d'aller à l'élargissement de l'assiette fiscale. Permettre que ceux qui échappaient à la nasse fiscale puissent être désormais appréhendés. Vous, je sais que vous payez vos impôts, mais difficilement. Mais ce n'est pas tout le monde qui paye des impôts, parce que le poids de l'informel dans notre pays est élevé. Et les études ont prouvé que si le Bénin pouvait dégrossir son informel de 20 à 30%, qu'on se développerait. Je pense que le gouvernement est dans cette logique, en train donc de tout faire, d'assainir le milieu des affaires, de mettre les mécanismes en place pour inciter tous ceux qui sont dans l'informel à rejoindre le formel. Quand nous serons non plus nombreux à contribuer, peut-être qu'on irait vers la diminution des impôts pour tout le monde. Aujourd'hui, si c'est 20% de Béninois qui contribuent aux charges énormes de l'État, si demain nous sommes 30, 40, 50%, et l'État trouve facilement ses ressources, il peut imaginer donc à réduire les taux d'impôt. Alors que pensez-vous de la situation des AME? Oui, la situation des AME, vous savez que c'est nos enfants, c'est nos frères, ils étaient en temps des vacataires, et dans ce domaine, il y a tout un mécanisme d'escroquerie, d'injustice qui se créait, mais le gouvernement a pensé à les récupérer pour en faire d'abord des prestataires. C'est ça, ils sont comme dans une chambre d'attente,
pour intégrer la fonction publique. Et il est vrai qu'ils disent que tous ne sont pas contents de cette situation, mais c'est mieux que la situation antérieure qui était donc une situation de prestation de services. Maintenant, l'État a décidé de progressivement les reverser à la fonction publique et pour 2024, c'est 1500 du primaire et 1500 du secondaire qui seront reversés et c'est ainsi de suite. Parce que l'État ne peut pas les reverser tous. J'ai entendu des aspirants dire pourquoi on ne nous reverse pas tous. Si on les reverse tous en 2024, vous savez qu'ils sont nombreux, près de 50 000 je pense. Donc c'est en une année donnée, tous iront encore à la retraite la même année. Très bien. On a débuté tout ça là, oui. C'est beau, mais comment expliquez-vous le fait que vos collègues du parti Les Démocrates ont pu rejeter ce vote? Là, je n'ai pas compris parce que lors de l'étude du budget, c'est ensemble que nous avons travaillé. On leur a permis de faire tout, de poser toutes sortes de questions. Le gouvernement a répondu à l'intégralité des réponses, des questions par écrit. Ils ont fait des amendements, 5 amendements. Le gouvernement a donné avis favorable à 4,5. L'ensemble des députés ont fait des amendements. L'ensemble des amendements, ça fait 38. Sur les 38, il n'y a que 2 qui n'ont pas reçu d'avis favorable. Mais je ne peux pas comprendre que quand on a eu satisfaction à ces préoccupations, qu'on a fait des amendements qui ont été acceptés, qu'on a voté à l'unanimité les rapports spéciaux, les 32, 11 ministères sectoriels, 11 instituts, 21 ministères sectoriels et 11 institutions, ça fait 32. On a voté un à un les rapports spéciaux et le rapport général a été voté à l'unanimité. Donc ça veut dire ne reproche rien techniquement, ni à la conduite des travaux, ni au contenu du projet de loi. Mais pourquoi il rejette le vote du budget général? Il y a certainement eu une télécommande qui, à la dernière minute, lui a dit de ne pas voter parce qu'ils étaient donc enthousiasmés de voter ce budget. Mais à la dernière minute, beaucoup ont dit qu'ils ont été instruits à ne pas voter leur président, le président Boni Yayi, du parti. La télécommande les a transformés en députés Godillot de Yayi. Oui, vous appréciez le comportement de Léon Bazil Lafosse? Oui, je pense qu'il a été cohérent avec lui-même, avec tout ce qu'on a fait ensemble. Il dit, avec son âge, il ne pouvait pas ne pas être conforme avec sa conscience, en adéquation avec sa conscience. Il a voté pour, et quelque part aussi, je lui trouve raison, parce que la route à Djaha, à Tiémé, est prévue dans ce budget pour commencer en 2024. Et pour commencer, il ne peut pas ne pas voter contre, il ne peut pas voter contre ce budget. Et il a eu raison d'être cohérent, d'avoir été cohérent avec lui-même. On a débuté et oui. Le temps joue une dictature contre nous, sinon le débat est passionnant de continuer. Oui. Donc nous allons évoluer vers les élections. Les élections générales de 2026. Oui. Il y a le nom de votre collègue de la Bouvance, oui. Oleg Bokor, qui est cité. Oui. Vous, pris individuellement, vous êtes pour l'élection, la candidature de Oleg Bokor ou contre? Bon, vous savez que nous avons fait la réforme du système partisan. Et l'esprit de la réforme du système partisan, c'est de remettre les partis politiques dans l'animation, au cœur de l'animation de la vie politique. Et nous voulons des partis forts et non des individus forts. Au moment venu, les partis politiques se prononceront en interne et choisiront leurs candidats. Oui, vous, jusque-là, aucun parti politique ne sait pas. Oui, vous aurez débuté. Moi, je n'ai pas d'opinion différente de la position de mon parti politique. Donc vous avez des amis au moins qui font Olivier Bokor actuellement? C'est vrai. Moi, je n'en connais pas officiellement, personne ne me l'a dit, mais je sais qu'ici, on cite Olivier Bokor, et lui-même ne s'est pas prononcé. Je me dis que les Béninois sont libres par des militants. On ne peut pas les maîtriser tous, qui souhaitent que tel ou tel soit donc président en 2026. C'est leur droit, la liberté d'opinion. Mais ce qu'on doit souhaiter, la liberté d'opinion et d'expression, et de penser, ce qu'on doit souhaiter, c'est que cela n'affecte pas les leaders politiques d'un certain niveau. Vous, principalement, selon vous, est-ce que Olivier Bokor a le niveau pour être président en 2026? Non, on n'en est pas là parce que le débat n'est pas encore ouvert dans mon parti politique et avec mon niveau de responsabilité, je ne peux pas commencer à me prononcer sur un sujet qui n'est pas à l'ordre du jour. Quand le sujet sera sur la table, nous allons opiner en son temps. Alors, par rapport aux élections générales de 2026 toujours, quels sont les défis en jeu à relever par le renouveau, votre parti? Les défis, c'est de continuer à assainir le dispositif légal, le cadre institutionnel. C'est pour cela que
Vous avez vu, le chef de la majorité présidentielle a commencé à faire des consultations. Nous aussi, au niveau de notre parti politique, nous avons reçu une délégation de la CEDEAO qui est venue donc discuter avec nous pour prendre le pouls du cadre institutionnel. Nous leur avons présenté l'état des lieux, mais avons dit que nous sommes ouverts pour que les discussions se poursuivent, pour que nous améliorons le cadre institutionnel pour permettre que les élections de 2026 soient inclusives, libres et transparentes, que tout le monde puisse participer, que ce soit une fête. Oui. Quand on sort le mot paix, qu'est-ce que cela vous inspire en tenant compte du fait qu'il y a certains de nos compatriotes qui sont en exil, il y en a qui sont en prison, alors qu'on peut parler d'élection sans avoir un climat de paix avéré? Moi, je pense que nous avons la paix au Bénin. Et il n'y a pas guerre au Bénin. C'est seulement notre guerre, c'est contre les djihadistes, les terroristes qui nous terrorisent dans la partie septentrionale. Et ça, c'est la guerre, l'armée béninoise la mène pour le bonheur de toute une population. Mais entre nous, il n'y a pas la guerre. Et comme l'a dit le président, je n'ai pas vécu dans ce pays qu'il y a eu un décret présidentiel qui a renvoyé des gens en exil. Je sais que dans notre pays, des gens ont été cités dans des affaires qui relèvent de leur conduite des affaires publiques dans le passé et ont pris la tangente. Je ne peux pas dire sur cette base que nous sommes en guerre. Non, tout Béninois. Mais pourtant, il y a des figures emblématiques du moins de notre pays qui sont en prison. Je veux citer par exemple le professeur Joël Aïvor, Eric Yamadougou et bien d'autres. Non, il n'y a pas de figure emblématique qui ne puisse aller en prison si la maille appartient avec la justice. De même, il n'est pas souhaitable que les gens soient en prison. Mais nous avons des voleurs de cabri, des voleurs de moto aussi qui sont en prison. Mais il ne faut pas souvent particulariser le débat, stigmatiser, dire qu'elle ne peut pas être en prison. Non, on doit cesser de dire ça dans la République. On ne peut pas dire ça parce qu'on dit nul n'est au-dessus de la loi. Ce n'est pas de gaieté du cœur qu'on voit certains en prison. Mais comme c'est la justice qui a décidé, qui a tranché, et les gens ont été jugés et condamnés, nous devons respecter la séparation des pouvoirs, séparer et respecter les institutions que nous nous sommes données et espérer que dans la jouissance de leurs droits, en tant que Béninois, ils puissent exercer toutes les prérogatives qu'il faut pour pouvoir bénéficier des dispositions que les lois de la République leur offrent. Et je pense que dans ce sens, nous avons voté à l'Assemblée nationale la loi portant suspension de l'exécution des peines dont les gens peuvent bénéficier pour sortir. Depuis que cette loi a été promulguée, si des gens avaient déposé leur demande dans ce sens, je pense qu'ils seront sortis. Mais si quelqu'un ne veut pas sortir sur la coupole de cette loi, la personne est libre. Mais je ne peux pas forcer quelqu'un à jouir des prérogatives. Il sera difficile pour quelqu'un qui n'a pas interjeté appel de la décision qui le condamne de recourir à cette loi telle mesure qui donne le privilège au président de la République de surseoir l'exécution d'une peine, mais le lendemain, il a encore la possibilité de retourner encore ce dernier en prison si ses engagements politiques ne cadraient pas à sa conviction. Vous avez comment non, c'est pas taillé sur mesure. C'est pas une loi taillée sur mesure. Alors, la députée, la loi, si vous êtes donné de donner un conseil au chef de l'État qui est le premier magistrat du pays, qui a la possibilité de gracier ou de susciter le vote de loi d'amnistie, quel conseil allez-vous lui donner, vous qui êtes père de famille et qui plus est père de fille? La loi est impersonnelle et d'application générale. Donc la loi n'est pas taillée sur mesure, la loi est votée pour tous les Béninois. En votant cette loi, nous ne visions pas des gens particulièrement, nous visions tous les Béninois qui sont en prison, qui peuvent avoir des difficultés. Mais vos frères mouvanciers ne sont pas en prison? Oh non, mais oui, il y a des plein de mouvanciers en prison, vous en connaissez. Si on a visé tous ces cas sociaux pour dire, si quelqu'un fait la demande sur la base du social, il peut être libéré, mis en liberté pour 5 ans. Moi, je préfère sortir de prison et continuer la lutte pour blanchir mon casier judiciaire que de de demeurer en prison et vouloir blanchir d'abord mon casier judiciaire avant de sortir. On va marquer une pause et revenir en studio. Merci bien. Que sais-tu de Agualande? Chaque année, à Agualande, c'est la Noël aux 1000 couleurs. Le complexe touristique Agualande organise la 3e édition de Mon Incroyable Noël pour tous les enfants de 5 à 14 ans.
Mon incroyable Noël, c'est un programme alléchant animé par les enfants, des divers jeux, chants et danses, le cinéma Soigneur Junior, la parade des animaux, le spécial goûter, sans oublier le Père Noël et ses milliers de cadeaux. Participants actifs, 15 000 francs. Participants simples, 12 000 francs. Infoline 51 33 99 99 51 34 99 99. Amis internautes de BLTV, on revient en studio. L'honorable, le président Patrice Talon a-t-il besoin du troisième mandat? Non, le président Patrice Talon avait déjà dit qu'en un mandat, il pouvait faire le job. Mais quand il avait introduit la proposition de révision de la Constitution pour consacrer le mandat unique, la classe politique s'est liguée pour voter pour faire échec à cela. Et il a dit, il a été remis en selle, et c'est malgré lui qu'il a fait le deuxième mandat. Nous qui sommes proches de lui, nous savons que c'est malgré lui, ça n'a pas été facile. Mais je pense que depuis, il clame au fort que c'est son second mandat, son dernier mandat. Il le dit partout, il faut qu'on le croie. Je pense qu'il dit que lui-même, il mérite le repos. Et je le connais, je pense que ce qu'il dit, moi je le crois. Il n'a pas besoin d'un troisième mandat. Parce vous croyez entièrement à ça? En un mandat, il avait déjà fait le job. Et avec le deuxième mandat, il est en train d'achever le job. Et il sera gravé à jamais dans la mémoire des Béninois. Il sera porté en triomphe. Ça lui aura suffi. Honorable député, on dit souvent que l'appétit vient en mangeant. Et le pouvoir est un miel très doux. Le président Talon avait dit un mandat, il est au deuxième mandat, c'est un bon travailleur, le chantier est vaste, ce n'est pas encore accompli. Et s'il lui arrivait l'envie de bien faire, l'envie de rester bien faire, quelle serait votre position, vous, député à l'Assemblée? Non, je ne pense pas même qu'on serait dans ce cas de figure. Au cas où ça venait, honorable député. Non, au cas où ça viendrait, parce qu'en l'état actuel de nos tests, de la Constitution du Bénin, nul ne peut faire de sa vie plus de 2 mandats. Vous savez qu'il y a une révision qui est en train d'être cuisinée actuellement. C'est vous qui me le dites, parce que nulle part je n'ai participé à une réunion où ce sujet a été sur la table. Et si ce sujet venait? Mais ma position, c'est que la constitution d'un pays ne doit jamais être un test taillé dans du marbre et insusceptible de révision. Dès lors qu'on a besoin donc de nous moderniser, d'évoluer plus, d'adresser les problèmes de nos populations et que c'est nécessaire de toucher au test, on ne doit jamais se braquer. Ça ne doit pas être un sujet tabou. Très bien. Dans ce cas, alors, s'il faut que le président Patrice Talon revienne pour faire un troisième mandat pour achever l'œuvre, quelle serait votre position? Ça, c'est des conjectures. Je ne pense pas, c'est des cas de figure, des cas d'école. Je ne pense pas que ça risque d'arriver. Et si ça arrivait? Ça arrivait, on en débattra et puis les démocrates que nous sommes, nous ne pourrons pas être pour. Alors, honorable, nous sommes en fin d'année. Quels sont vos vœux pour les Béninois qui souffrent? Oui, non. Tous les Béninois ne souffrent pas. C'est difficile, certes. Nous, dans la presse, on souffre et le président ne fait rien pour nous. C'est difficile, certes, mais l'espoir est permis. Et parce qu'il y a du beau qui se fait, on est en train de mettre les fondamentaux en place et je pense que l'espoir est permis. Ce que je veux dire aux Béninoises et aux Béninois qui nous suivent à travers votre canal, c'est de dire que nous savons que ce n'est pas facile pour chacun où il se trouve, mais avec la méthode, la rigueur, dans le management qu'on observe à la tête de notre pays, où notre pays est en train d'améliorer la mobilisation des ressources intérieures, où d'année en année, notre budget s'accroît. Je pense que si nous continuons dans cette trajectoire, sur cette tendance, avec tout ce qui est en cours d'être réalisé, que nos yeux voient, on peut dire que l'espoir est permis et nous avons l'obligation d'accompagner la dynamique en cours pour être sûr que demain, la vie sera meilleure pour chacun et pour tous. Donc on dit, demain sera meilleur, the best is yes, tout comme le disent les Anglais. Alors, honorable, nous avons une rubrique spéciale sur cette émission qui vous permet, vous, invité, de nous poser une question. Ah, moi, je deviens journaliste alors. Voilà. Des circonstances. Ok. Voilà. Bon, la question qui me vient à l'esprit, c'est de dire, vous qui êtes les éveilleurs de conscience, vous qui analysez tout, qui critiquez tout, d'habitude, qui avez vu se succéder les régimes successifs depuis la conférence vive des forces vives de la nation. Si vous comparez les gouvernants successifs jusqu'au régime actuel, alors quelle note donneriez-vous
au gouvernement Talon, au régime Talon, vu tout ce qui est fait et mis en chantier depuis 2016, honnêtement, sans parti pris, honnêtement. Merci, honorable député. Nous, journalistes, nous n'avons pas le droit de mentir, encore moins de faire à peu près. Pour dire vrai, si on doit noter le président Talon pour ce qu'il fait depuis bientôt 8 ans, je crois que la note qui soit la meilleure aurait été 17, mais à condition. Je précise 17 sur 20, mais à condition que nos compatriotes qui sont en prison soient en liberté, que ceux qui se sont retrouvés dans les liens de la justice, qui sont obligés de fuir le pays, reviennent au pays, et que le social dont nous parlons, par exemple, quand on prend le code de métier de la presse, c'est à croire que le président Talon nous rend un compte. On n'a rien profité de sa présence au pouvoir. Or, nous avons été utilisés. Et comment? Pour qu'il accède au pouvoir. Mais à son arrivée, rien n'a été prévu de bien pour la presse béninoise. C'est déplorable. Dans ces conditions, vous voyez, je suis peiné d'être objectif en lui donnant le 17. Sinon, pour le travail qui est là-bas, eh bien, le président Talon mérite 17. Mais pour le mériter réellement, eh bien, il faut qu'il pense à nous, au social, et qu'on sorte les gens de la prison et que les aides rentrent au pays. Vous aurez été entendu. Merci. Donc, merci beaucoup. Je pense que je ne vais pas contrarier le doyen, parce qu'il a posé des pas avant que moi je n'arrive, et il connaît les fondamentaux de la presse. Et donc je pense que avant que le président Patrice Talon n'arrive, il y a eu d'autres présidents qui ont travaillé avant qu'il n'arrive. Donc l'administration est une continuité. Nous souhaitons vivement que celui qui va succéder au président Patrice Talon continue dans la même lancée afin que le Bénin s'améliore davantage. Et si c'est lui qui succède dans lui-même? Il n'y a pas de souci. Voilà. Vous avez été très sincère, très objectif. Et moi, je suis sidéré par votre objectivité. Et aucune œuvre n'est parfaite sous ce soleil. Et on doit être accessible aux critiques. Ronald, votre mot de la fin. Oui, mon mot de la fin, c'est de profiter de votre canal, comme je l'ai dit tout à l'heure, et dire aux Béninoises et aux Béninois qui nous suivent que 2024 sera bonne pour chacun et pour tous. Je souhaite bonne année à eux tous. Que Dieu bénisse les Béninois et que Dieu nous bénisse tous. Bénisse la République, bénisse les dirigeants, les inspire pour qu'ils imaginent de bonnes choses pour notre pays. Je vous remercie. C'est sur ces notes que nous mettons un thème à cette émission. Amis internautes de BLTV, à la prochaine pour un autre numéro de votre émission, Le Grand Oral. D'ici à là, portez-vous bien.